Alors bienvenue sur Vierzon et puis merci pour cette invitation. Avec Je plaisir. suis très honoré de parler au public belge et puis au public francophone, même voilà. dirons-nous. Je m'appelle Eric Mercier, je suis un ancien infirmier suspendu pendant cette grande problématique qui nous est arrivée il y a quelques années. J'ai pu être réintégré, retrouver mon poste de travail. Je suis aussi un infirmier qui a commencé sa carrière au siècle dernier. Donc j'ai pu travailler dans beaucoup d'endroits et puis depuis quelques années je suis contraint de travailler sur la problématique de l'euthanasie, du projet de loi sur l'euthanasie en France, car à la lecture des faits juridiques, en fin de compte, on se dirige vers une problématique d'euthanasie de masse. Mon problème, c'est ça. Les gens peuvent être pour ou contre l'euthanasie, c'est malheureusement devenu hors sujet. Les gens doivent comprendre qu'il s'agit d'une euthanasie de masse qui est proposée. Et à ce titre, je considère que d'une façon ou d'une autre, ma carrière est en jeu. Donc je fais en sorte d'alerter et de donner des éléments juridiques, voire même, quand c'est possible, pharmacologiques, pour vraiment tout dire. Moi, je suis pour le consentement libre et éclairé. Le consentement libre et éclairé, c'est faisable uniquement si on dit tout, vraiment La transparence. tout, la totalité, tous les sujets tabous. Bon, j'ai 35 ans de carrière hospitalière. S'il faut vous donner ce qui se passe dans les coulisses, moi, je vais vous le dire. Et tant pis si ça me pose quelques petites difficultés, on verra. En tout cas, vous avez le droit et vous devez tout comprendre, tout savoir. Et ensuite, vous décidez. Ensuite, vous choisissez. On doit tout vous dire. Je vais te dire que c'est un thème qui me touche particulièrement parce qu'effectivement, depuis l'histoire de la pandémie, parce que maintenant on utilise ce terme, on a vu énormément de personnes beaucoup plus âgées qui ont été un peu exterminées. Oui. Et puis, si tu te souviens, au début du premier confinement, enfin moi en tout cas j'ai vu qu'il y avait une loi qui avait changé, c'était sur les dons d'organes. Ah oui. Alors, je n'ai pas suivi le changement de cette loi de dons d'organes au début. Par contre, j'ai suivi d'autres choses. Ce qui s'est passé au niveau des dons d'organes, avant on était considéré comme non-donneur d'organes. Ah oui, alors ça oui. Alors j'aimerais bien que tu peut-être reviennes là-dessus parce que ça quand même, c'est un peu la base, je trouve. Alors, on a un énorme problème. En France, on va dire, votre corps vous appartient, mais vos organes sont à l'État. C'est peut-être un peu exagéré, mais pas tant que ça. Depuis la loi Touraine 2016, vos organes peuvent être prélevés systématiquement en dehors de tout consentement. Certains endroits, ils mettent les formes et ils vous préviennent ou ils préviennent la famille, mais d'autres endroits, ils n'ont même pas à vous prévenir. C'est la loi. Depuis 2016, on peut prélever vos organes à condition que la personne soit statuée décédée. Et là, il y a deux façons pour statuer une personne décédée. Il y a le classique arrêt cardiaque, ok, et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle la mort cérébrale. Voilà. Et la grande problématique, c'est comment on statue le diagnostic d'une mort cérébrale. Alors, normalement, dans l'immense majorité des cas, je prétends que c'est très bien fait. Pour statuer une mort cérébrale, on a des médecins, on a des scanners, des IRM, des électroencéphalogrammes, et on a normalement, dans l'immense majorité des cas, une mort cérébrale quand elle est statuée qui est, crédible. Le problème, c'est que je viens de vous dire normalement, dans l'immense majorité des cas. Ça veut dire qu'il y a une fenêtre, un pourcentage inconnu d'erreurs potentielles. Et ça, c'est totalement, en théorie, exclu. Moi, quand je distribue des médicaments dans un EHPAD, je ne peux pas finir ma distribution de médicaments en disant « normalement, je suis plutôt bon ». Non, je distribue mes médicaments, je dois être parfait, 20 sur 20. Parce que le moindre médicament peut tuer quelqu'un. Eh bien, quand on vous statue une mort cérébrale, ça doit être une absolue, totale certitude, ça doit être indiscutable. Mais ça, on ne peut pas le faire. Et ça, on s'aperçoit qu'il y a des éléments compliqués, notamment dans le cadre du protocole Maastricht 3. Vous chercherez, si vous êtes ici, si vous êtes sur cette TV, c'est que vous avez l'habitude de sortir votre clavier, vous irez chercher prélèvement d'organes, protocole Maastricht 3, qui remonte approximativement aux années 95, qui classe les gens
en réanimation en 5 niveaux. Et le niveau 3, Maastricht 3, est celui qui permet de dire potentiellement cette personne, on pourra lui prélever ses organes, potentiellement. Et ensuite, on va évaluer si elle est vraiment en mort cérébrale ou pas. Je donne souvent cet exemple que moi j'ai vécu en 1994, d'une jeune femme qui arrive à l'hôpital où j'étais, c'est un hôpital très connu qui est en Normandie, c'est l'hôpital Jacques Monod. Vous irez vérifier, l'hôpital Jacques Monod, il existe. 94, moi je suis en réanimation médicale, on a une jeune femme qui arrive qui a fait un suicide médicamenteux. Elle est intubée, ventilée, le SAMU nous la dépose et le médecin fait un électroencéphalogramme au bout de 24 heures. L'électroencéphalogramme est plat. Il refait un deuxième électroencéphalogramme au bout de 24 heures. Il est encore plat. C'est pas terrible, hein. Les 24 heures d'hospitalisation en réa, c'est très, 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 très cher, même en 94. Aujourd'hui, ça coûte encore des milliers d'euros. Il attend un troisième jour et il refait un troisième électroencéphalogramme au bout de 24 heures. Et là, on a des ondes alpha qui commencent à apparaître. On découvre que le cerveau revient. Mais attention, ce n'est pas le seul cas. Je veux dire, il y a des gens qu'on a maintenus en coma artificiel qui sont quand même ressortis du coma, qui étaient maintenus. Oui. Donc, c'est même des années après, parfois, on a des retours de gens. Mais là, quand elle est à ce stade-là, cette jeune fille, elle peut très bien rester dans le coma pendant des années, mais on sait qu'il y a des ondes alpha. Voilà, exactement. On sait qu'il y a des ondes alpha. Donc, on va voir comment les choses vont évoluer. Les jours passent, on lui passe tout un tas de perfusions pour qu'elle urine et qu'elle évacue tous les médicaments qu'elle s'est envoyés, et elle se réveille. C'était vraiment une rencontre assez forte. Moi, je lui avais dit, vous avez réussi, je me rappelle très bien, c'était un après-midi, je lui ai dit, vous avez réussi votre suicide. Vous avez réussi votre suicide. On vous a rattrapé, même pas par les cheveux, on vous a rattrapé par le dernier cheveu. Alors vraiment, manifestement, vous prendrez comme vous voudrez. Mais je lui ai dit, il y a quelqu'un là-haut qui a décidé que vous aviez un destin à accomplir. C'est pas possible autrement. Donc voilà, c'est le premier jour du reste de votre vie. Je sais pas ce qui vous a conduit à faire ça, mais là c'est une seconde naissance. Donc maintenant, envoyez tout bazarder. Vous avez un destin à accomplir, sinon vous ne seriez pas là. Bref, elle est partie, on ne s'est jamais revu. 3 électroencéphalogrammes, 24 heures de distance, 1994. 1995, on est passé à 2 électroencéphalogrammes à 4 heures de distance. Vous trouverez ça dans le protocole Maastricht 3. Ben oui, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette jeune femme, à 1 an près, on l'a statuée mort cérébrale, elle partit au bloc opératoire et on récupérait ses organes. Je suis désolé, hein, c'est mauvaise nouvelle. Hein. Donc il y a eu ensuite des études faites aux États-Unis, mais pas que, pour aller dire, bon, on va quand même garder des gens statués mort cérébrale, 2 électroencéphalogrammes 4 heures, mais on va s'amuser à continuer à faire les électroencéphalogrammes dans cette étude pour voir si on n'aurait pas quelques-uns quand même. 19% avaient des réactions et ensuite se réveillaient ou pouvaient rester dans le coma. Une personne sur 5. Hein, mais 19% n'avaient pas le cerveau grillé, n'étaient pas en mort cérébrale. 19% étaient avec un cerveau actif, peut-être abîmé, mais actif. Eh bien oui, mais ça change beaucoup de choses. Donc ensuite, vous faites un petit calcul, une petite règle en croix, et puis vous allez regarder le nombre de personnes à l'année qui sont statuées en mort cérébrale, le nombre de prélèvements d'organes que ça peut représenter, et vous dites qu'il y a un énorme problème. Il y a un énorme problème. Donc moi, je suis OK, par exemple, pour donner mes organes. Je suis OK. Mais un petit détail près, je voudrais être à 100% totalement que je suis vraiment mort. Je n'ai pas envie de donner mes organes si on est à peu près sûr que je suis mort. Ah non, là, c'est pas du tout la même chose. Alors moi, j'aurais envie de rebondir là-dessus parce que ça veut dire, en fait, que moi, j'aurais cette sensation en apprenant ce que tu es en train de dire, que si je vais à l'hôpital et que je suis dans un état comme ça, on ne va pas s'acharner sur moi. Donc, je veux dire, même je voudrais, moi, m'en sortir et que je n'aurais pas... Justement, je n'ai pas donné mon consentement pour qu'on ne s'acharne pas. Justement, l'inverse, moi, je veux qu'on se batte parce que je tiens à la vie, j'aime la vie. Ça voudrait dire qu'inconsciemment, on pourrait être un peu influencé par le fait que c'est vite arrivé qu'on donne des organes et on en a besoin. C'est comique, c'est un beau marché aussi. Potentiellement, la fameuse lutte contre l'obstination déraisonnable
qui est une bonne lutte. L'obstination déraisonnable est un scandale. Il faut l'attaquer, très bien. Mais sous couvert de cette lutte, on a aussi une autre boîte de Pandore avec un autre couloir, plus exactement un toboggan pour accélérer, pour pas trop se poser de soucis. Je vais t'envoyer une micro-vidéo de 2-3 minutes que tu pourras insérer si tu veux sur une problématique qui est ressortie dans le feuilleton Urgence. Vous retrouverez les souvenirs du feuilleton Urgence où on avait ce genre de sujet qui pouvait arriver sur la table. C'est catastrophique. Oui, effectivement, il peut y avoir parfois des bagarres d'équipe qui vont considérer mais non, c'est bon, elle est en mort cérébrale, mais non, moi je suis pas trop sûr, etc. Il y a des problèmes etc. d'éthique directement Il y a des problèmes d'éthique entre équipes et vous avez parfois des anesthésistes et des chirurgiens qui surnomment les équipes de transplantation, qui les surnomment dans le jargon les vautours. Vous cherchez vautours de transplantation organes et vous tomberez sur des sites de médecins qui interpellent leurs collègues ainsi. C'est catastrophique. Alors, mais c'est quand même un marché qui est juteux. Je veux dire, ça revient à combien une transplantation d'organes? Parce que moi, je vais être cru. Je veux dire, on va dire, il y a un juteux commerce derrière là-dessus. Alors, la problématique, c'est que dans la tête des gens, et c'est vrai, le don d'organes est gratuit. Donc, il y a a priori pas d'histoire d'argent. Sauf qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle une chaîne logistique. Une chaîne logistique, il vous faut des blocs opératoires, il vous faut un chirurgien, des infirmières de bloc, parfois quand même des anesthésistes, et puis il vous faut d'autres blocs opératoires, il vous faut une chaîne logistique, des gens avec des glacières, parfois des hélicos, il vous faut un établissement pour organiser tout ça. Et ça coûte de l'argent. En fin de oui, compte. Mais la transplantation, est-ce qu'elle coûte de l'argent pour le... Alors, je vais essayer d'aller pour le transplanter, ou est-ce que c'est l'argent du contribuable qui rentre pour le transplanter? C'est l'argent du contribuable. Donc c'est une manière d'aller se tirer de l'argent au contribuable, on est bien d'accord. Oui, mais le problème, c'est que de l'argent au contribuable, alors que le contribuable est saigné, c'est pas, vous ne gagnez pas votre vie, on est bien d'accord, vous payez votre vie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Là-dessus, on est bien carré. Eh bien, l'idée, c'est de ne pas se faire voler sa mort derrière, après avoir payé sa vie. C'est ça le comble. Le problème, c'est que sur la chaîne logistique, les gens, celui qui a besoin d'un organe, lui, il y va avec sa carte vitale. C'est donc le contribuable qui paie. Et alors que vous avez tout payé, vous payez tous les jours de votre vie, mais en fin de compte, il n'y a plus d'argent. Parce que l'argent, comme Jacqueline, qu'on embrasse, l'avait dit, mais où va l'argent? Où va l'argent? Eh bien, la chaîne logistique a un coût. Et il y a un pays dans le monde qui, lui, a une chaîne logistique qu'il a cassée au niveau de ses frais, c'est la Chine. Alors pourquoi la Chine? Moi, j'ai rien contre les Chinois, ils aiment beaucoup, mais eux, ils ont deux éléments que nous, on n'a pas. Un, ils ont la réincarnation. Quand vous avez la réincarnation, quelque part, pour le cateau de service que je suis, on se reconnaît, évidemment, vous dites, la réincarnation, c'est vachement plus simple. C'est sûr, c'est certain. Et deuxième chose, sur 1,4 milliard d'habitants, ils ont les condamnés à mort. Et là, c'est horrible. Parce que les condamnés à mort, ils servent le bien commun. C'est un réservoir. Donc, quand ils doivent tuer quelqu'un, eh bien, c'est directement dans une clinique chirurgicale et les organes partent. Les délais d'attente en moyenne pour la Chine, c'est 15 jours, cœur-poumon. Et chez nous? Chez nous, on peut partir sur 2-3 ans, voire ne jamais y arriver. Parce que le condamné à mort, potentiellement, peut être cultivé. Je suis désolé, pas cultivé parce qu'il a fait des diplômes et qu'il a des études. On peut le mettre en culture, on lui fait toutes les prises de sang, on regarde son état général, on regarde son groupage sanguin, on regarde tout, et puis quand il y a une demande, hop, sa condamnation à mort, elle suit. Mais on va plus loin, parce que les pays occidentaux ne peuvent pas suivre, dans l'état actuel, la concurrence avec cette chaîne logistique parfaite, quasi parfaite en Chine. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait davantage de donneurs. Si vous avez davantage de donneurs, c'est bon. Mais tout entrepreneur, n'importe lequel, votre boulanger ou un Golden Boy à la City doit répondre à une problématique. Et ça n'est pas l'offre et la demande. Il a fait son étude de marché et il a son business. Non. La problématique de l'entrepreneur, le principe même de l'aventure entrepreneuriale,
c'est la gestion des inconnus. Est-ce qu'il va y avoir une grève? Est-ce qu'il va y avoir un problème météo? Est-ce qu'il va y avoir un problème de stockage? Est-ce qu'il va y avoir un problème de bug informatique? J'en sais rien. C'est les inconnus qui fabriquent l'aventure entrepreneuriale. La date et l'heure de la mort de quelqu'un sont des inconnus. Vous savez bien que quand quelqu'un décède, c'est un choc pour toujours, pour tout le monde. Mais ensuite, on se dit, bon moment, est-ce que je vais pouvoir aller aux obsèques? C'est quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde, je travaille, ceci, cela. C'est toujours compliqué. Dès lors que vous basculez sur une donnée connue, la date et l'heure, vous connaissez ça en Belgique, je suis désolé, eh bien, vous avez une gestion de flux qui apparaît inévitablement, que ce soit pour des obsèques simples à organiser, où on peut dire à la personne, ton euthanasie en plein milieu des ponts du mois de mai, ça va pas trop m'arranger, en plus on n'est pas plus ou moins parti en vacances, on ne peut pas décaler ça d'un mois, on ne peut pas l'avancer, etc. Là, pour les personnes autour, ça s'organise, et le comble, c'est que vous aurez des gens qui vont trouver ça pratique. Moi, j'ai entendu parler d'un industriel. Pouvoir accompagner le DFA jusqu'au bout. Moi, j'ai entendu parler d'un industriel belge, évidemment que je ne dirai pas son nom, ni même quel type d'industrie, qui a été euthanasié un mardi sur le choix de ses enfants. Je ne dis pas trop de précision pour pas que ce soit trop repérable, de façon à ce que, les obsèques puissent être le samedi, parce qu'autrement, si les obsèques du grand industriel, du président fondateur avaient été le vendredi, les salariés en venant aux obsèques du président fondateur auraient fait perdre une journée de travail. Et en faisant les obsèques le samedi, c'était plus pratique. Ça, on appelle ça une gestion de flux. Alors là, une gestion de flux familialo-entrepreneuriale, mais il y a des gens que ça arrange, et le plus choquant, c'est que ça a arrangé manifestement les enfants. Mais c'était pour qu'ils puissent partir en vacances, t'as pas compris. Voilà. Non, mais j'essaie d'avoir de l'humour, mais on est bien. Et je reviens sur les organes. La grande problématique, c'est qu'on est en train de se diriger à l'issue de discussions qui ont lieu en Belgique. J'ai vu ça récemment, donc je vais pas dire tout miser sur la Belgique. Il y a aussi les mêmes discussions au Canada sur est-ce que avec des gens euthanasiés, on n'a pas une problématique pour les prélèvements d'organes, au niveau des médicaments dans le corps, et 2, au niveau, du délai, parce qu'on euthanasie la personne, elle fait son arrêt cardiaque, et ensuite on attend un certain nombre de minutes d'avoir un arrêt cardiaque certain pour pouvoir ensuite ouvrir et prendre les organes. Sauf que du coup, les organes ont perdu de l'oxygène pendant quelques minutes. Il y a des gens qui commencent à réfléchir et qui disent, mais réfléchissons autrement. 5 minutes avant d'être euthanasié, les organes, ils sont encore nickel. Alors vous allez me dire, oui, mais la personne est vivante. Eh ben voilà, c'est bien ça le sujet. Si la personne, si possible dépressive, c'est toujours mieux avec les dépressifs, si possible jeune, parce que ces organes vont coter mieux, il y aura un marché là-dessus, que du vieux dépressif de 85 ans qui ne peut pas payer son EHPAD. Si le jeune dépressif, plutôt que d'aller se balancer par la fenêtre ou de se jeter sous un train, on lui dit, écoute, est-ce que tu es OK pour statuer juridiquement de te considérer comme mort dès ton anesthésie générale? Vous commencez à avoir peur. Mais dès l'anesthésie générale, à ce moment-là, on te considère mort si tu es d'accord avec ça, et on peut te prélever, et on n'a pas mis trop de médicaments, et on n'a pas perdu l'oxygène des organes. Mes chers amis, ça a un nom. Ça s'appelle dépecer un humain vivant. Oui, tout à fait. Non, mais excusez-moi. Mais à partir du moment où vous êtes en capacité de faire ça, eh bien, vous récupérez une chaîne logistique qui peut commencer à concurrencer la Chine. Actuellement, en Espagne, mais pas que, les gens qui se font euthanasier, 7 euthanasies dans une clinique chirurgicale permettent 23 transplantations dans la foulée. Et ça, c'est vieux. C'est pas un truc imaginaire dans le futur, ça existe déjà. Donc, vous pensez bien qu'il y a des cabinets conseils, des petits Thénardier de service, des écoles de management et qui ont le sens commercial, qui sont en train de se dire on ne peut pas régler cette histoire de date et d'heure de la mort, parce que si on met toute la structure, mais qu'on ne sait jamais à quelle heure, à quel moment, les équipes de garde, le samedi, le dimanche, les jours fériés, non, on organise, on en fait 4 tous les matins, 5 jours par semaine, 6 tous les après-midi, 5 jours par semaine, et hop, on est parti. Et la Belgique est un lieu qui est quand même propice à ça.
C'est déjà bien. Le fait est, c'est que vous, chers amis belges, qui avez tellement d'avance sur nous régulièrement, hein, mais quand même de l'avance. Je ne peux pas parler que de l'humour et de la chanson, mais régulièrement, vous avez de l'avance sur nous. D'ailleurs, on ne peut pas se passer de vous. Si on n'avait pas les Belges, nous, les Français, on ne serait pas Français, c'est tout. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais... Heureusement qu'on a de l'humour pour parler de trucs qui sont horribles. Parce que je veux dire, il faut que ça passe et il faut que vous compreniez que c'est. Oui, là, c'est. Non, mais il faut. C'est des mauvaises nouvelles. Hein. C'est obligé de pouvoir en parler d'une manière avec de la légèreté parce que sinon, voilà. Mais quoi. Vous comprenez l'utilité qu'il a été de créer en 20 ans un état d'esprit où une très grande majorité de Belges, je n'ai pas les chiffres, je ne vais pas dire de bêtises, mais énormément de Belges ne peuvent plus imaginer la mort sans l'euthanasie. C'est devenu une évidence pour eux. Mais nous, on connaît, et vous l'avez connu aussi, des quantités, une majorité de cas où la mort se passe bien, avec pas de douleur. Et quand il y a des douleurs, mais on les attaque, les douleurs. C'est notre travail de soignant. Ça s'attaque à bout de bras, les douleurs. Ça ne t'attaque pas derrière un clavier. Ça nous transforme, nous les soignants, parce que ça nous éclabousse un peu la douleur de nos patients. Mais on a choisi d'être là. On est là pour faire ce boulot-là. Et là-dessus, moi, je suis un infirmier banal. Je revendique ma banalité. Et donc, on attaque la douleur comme il le faut. Et dans mais 99,99% des cas, les gens à qui on a cassé la douleur, qui sont entourés et, si possible, plus possible, aimés, mais ils partent, mais bien, calmement, sereinement, détendus. Moi, j'ai vu des quantités de morts où ça se passait super bien. Et bien, on a mis dans la tête des gens qu'il est exclu de mourir sans euthanasie. Accompagnement, oui. Exactement comme une autre problématique, on en discutait tout à l'heure en aparté avec une amie. Par exemple, l'accouchement doit impérativement se faire. Moi, avec mon épouse, on a eu des enfants. Pour nous, c'était l'évidence que l'accouchement doit se faire en clinique, à l'hôpital, avec un obstétricien, et ci et ça. C'est juste impensable que l'accouchement se fasse dans la voiture, sur le périphérique, ou à la maison, ou dans la cuisine, ou je ne sais où. Il y a quelques années d'ici, l'accouchement, claque, c'est comme ça. Mais comment faisaient nos grands-mères, nos arrière-grands-mères? Vous allez même dans des pays en Afrique ou ailleurs, où des femmes, parfois, enfin même très souvent, nous on va considérer qu'elles sont contraintes d'accoucher dans leur maison, enfin chez elles, parce qu'il n'y a pas d'hôpital, etc. Mais je suis désolé, je vais choquer des gens. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien d'accoucher en dehors de l'hôpital. Mais pour ces dames, c'est une évidence. Personne ne se pose la question. Un petit clin d'œil à Emma Crouzy qui se bat justement pour le respect des naissances. Mais bien sûr, donc c'est un vrai sujet. Ce que je veux juste te dire par là, c'est que nous, on est arrivé à une génération où qui dit accouchement dit phase hospitalière, obligatoire. J'ai pas de jugement, qui suis-je pour juger? On s'en fout de mon opinion. Le fait est, c'est que c'est comme ça. Toute personne qui veut accoucher dans notre monde industriel, c'est obligatoirement comme ça. Alors qu'il y a d'autres pays où ils nous regardent vraiment bizarrement. Bon, et bien là, on est en train d'arriver au-delà où toute personne qui dit je vais mourir, je dois donc mourir avec des médicaments, des injections. Mais les amis, il faut qu'on attaque votre douleur potentielle ou votre souffrance potentielle, et vous ferez pas. Il est exclu de vous faire voler votre mort. Elle vous appartient. C'est un choix. Voilà, déjà, tu n'as même pas choisi à venir au monde, mais ta mort, en fait, normalement, ça devrait être la seule chose que tu as encore l'opportunité de décider. Oui, mais comment partir. Alors après. Mais on les influence. Mais non, mais il y a l'influence aussi. Il y a l'influence médiatique. On vous fabrique de la peur et on vous dit vous aurez la main mise, au moins vous aurez décidé ça. Moi, j'ai envie de me battre pour vous, pour toi, pour que vous viviez le plus longtemps possible en luttant contre l'obstination déraisonnable. On est d'accord. Ça, c'est une autre pièce de puzzle gravissime, on est d'accord. Mais il faut que vous viviez bien le plus longtemps possible. Et dans le projet de loi 2041 qui remplace le projet de loi 661 sur l'euthanasie, 2401, pardon, qui remplace le 661 sur l'euthanasie, il y a une énorme problématique, par exemple, sur l'article 4, où ils ont dit il faut que la personne soit atteinte d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, dans un processus irréversible, marqué par l'aggravation de l'état de la santé, qui affecte sa qualité de vie, virgule, ou en phase terminale.
Mais virgule ou en phase terminale, tout le monde a retenu euthanasie en phase terminale. Non. Affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qualité de vie, etc., ça correspond à 35 millions de maladies chroniques en France. Ça correspond aux diabétiques, aux malades de Parkinson, à celui qui a une hépatite. Ça correspond certes à celui qui a un cancer, mais ça correspond à la personne séropositive, celui qui a de l'hypertension, celui qui est épileptique, etc. Et à partir de, alors ça ne veut pas dire que 35, c'est pas 35 millions de Français, hein. 35 millions de maladies chroniques, c'est entre 7 à 17 millions de personnes, grosso modo. Mais même ne serait-ce que 7 millions de personnes qui auraient 5 maladies chroniques, pour schématiser, Pierre Chaillot me dirait, Eric, c'est plus compliqué que ça, on est d'accord. Mais prenons 7 millions de personnes sur 35 millions de maladies chroniques, ça nous fait des centaines de milliers de personnes qui rentrent dans cette définition grave et incurable qui affecte la qualité de vie, etc., à qui on va proposer une euthanasie parce que ça sera moins compliqué. Mais toi, tu parles ici de problèmes chroniques, etc., physiques, mais en Belgique, tu peux demander ton euthanasie pour problèmes psychologiques. Mais bien sûr. Et c'est là que moi, j'ai eu le cas très proche de moi où la personne avait demandé à préparer sa mort. Donc, au lieu de se suicider, il a décidé de se faire euthanasier. C'est la fin pour les psychiatres, les psychanalystes, les psychologues qui ont très bien compris. D'abord, leur travail, leur métier, c'est d'attaquer la douleur et la souffrance, mais au bout du chemin, alors évidemment, et de réinsérer la personne dans la société, c'est la famille, le travail, etc. C'est pas à eux de faire tout ça, mais ils ont une carte à jouer ça pour remettre l'humain sur ses pieds et ensuite l'envoyer vers les vivants, entre guillemets. Mais au bout du chemin, psychiatre, psychanalyste, psychologue, c'est quand même pour éviter le suicide de la personne potentielle, quand même, aussi, hein. Mais attends, écoute, je me suis laissé là, dire... ce sera terminé. Mais oui, justement, je me suis laissé dire que c'est en France, je pense que donc on peut aussi donc décider de mourir pour des raisons psychologiques, mais que celui qui... Ah non, c'est au Canada. Ouais. Oui, ou si tu interdis la personne de se suicider ou tu essaies d'encourager la personne à se suicider, donc à ne pas demander sa mort, tu peux avoir des problèmes au niveau de la justice. Là, le Canada, eux, ils sont vraiment rendus très très loin. Ils sont vraiment Parce que c'est ça que j'ai entendu. Donc tu ne peux pas empêcher quelqu'un de vouloir mourir. Et on va appeler ça la liberté. Mais moi, j'ai... Combien de jeunes qui sont suicidaires qu'on a pu sauver parce qu'on a été avec de l'empathie, avec de l'amour, avec de la compréhension. Écoutez, en 94, j'étais dans un hôpital à Saïgon et j'apprenais. Je ne suis pas allé les aider, comme on dit parfois. Je suis allé là-bas, j'ai aidé les gens. Moi, j'ai rien aidé du tout. Je suis allé apprendre chez eux sur la prise en charge séropositif et les tuberculeux. Et puis, j'ai acheté un petit Zippo. On m'a offert un petit Zippo. Enfin, oui, j'ai acheté un petit Zippo, on me l'a proposé, d'un GI américain, parce qu'il restait encore tout un tas de vestiges de la guerre du Vietnam. 94, l'embargo venait juste de sauter. C'était leur mur de Berlin à eux. Et sur ce petit Zippo, il était écrit « Nobody knows the price of freedom except those who fought for it ». Personne ne connaît le prix de la liberté, à l'exception de ceux qui ont combattu pour elle. À l'époque, j'avais trouvé ça stylé. J'avais 24 ans, je n'avais pas compris le sens de la phrase. Quand j'ai été suspendu, quand je me suis retrouvé dans le caniveau, 77 semaines, à vider des poubelles en usine, à gratter des casseroles dans des restaurants, à essayer de survivre pour attraper un peu d'argent puisque je n'avais plus de salaire, parce que j'avais refusé les injections d'ARN messager, etc. Là, j'ai compris le prix de la liberté. Le prix de la liberté, ça a un prix. Et vous ne pouvez découvrir ce prix pour vous qu'à partir du moment où vous avez combattu pour elle. Mais là, la liberté de dire « je vais pouvoir choisir mon opinion, elle est discutable, je respecte que vous ayez une opinion opposée, mais c'est un leurre, on vous enfume avec cette liberté. » Parce que face à cette liberté, il y a aussi, pour qu'elle tienne, un devoir. Moi, mon devoir, c'est d'attaquer votre douleur, votre souffrance. Et je l'ai choisi. On n'est pas venu me tirer par l'épaule en me disant « Eric, ce sera ton boulot ». J'ai choisi de faire ça comme un soignant banal, comme tous les autres soignants. Et là, on est en train de vous vendre tout doucement « Ah, mais ta liberté, tu voudrais pas
parce que tu as plus de 80 ans, parce que tu coûtes cher en retraite, parce que tu es dépressif ou tu es malade, tu es handicapé. Tu voudrais pas un petit peu quand même aller décider pour toi? Là, c'est toi qui décides. Mais on vous enfume. On vous enfume. Regardez bien les trisomiques, regardez bien les personnes handicapées autour de vous. Ce sont nos canaris dans la mine. C'est eux qui vont partir en premier. Ça rappelle quand même un peu la Seconde Guerre mondiale aussi. Tu vois, je veux dire, je suis désolée, mais c'est les premiers qui sont partis aussi. Tu sais, c'est un peu au lieu des camps, autant qu'on fasse l'euthanasie. Moi, je prétends. Soleil vert. Mais bien sûr. Mais soleil bien sûr. vert, donc pour alors ceux qui soleil ne vert, pas, on va même aller plus loin. On remonte même jusqu'aux guerres de Vendée. Les guerres de Vendée, pour vous la faire courte, il y a eu une épuration ethnique en France, sur une grosse partie de l'ouest de la France. C'est le seul pays au monde, dans l'histoire, qui a pratiqué un génocide par la loi. Il y a eu plein de génocides partout dans l'histoire. Vous prenez celui que vous voulez, il y en a eu plein. Mais il n'y en a qu'un seul qui a posé des décrets d'application et qui a décidé. C'est la première République française, 1793-1794, où ils ont dit, vous videz cette population, hommes, femmes, enfants, personnes âgées, on récupère les maisons, les propriétés, il y avait une approche immobilière en plus dessus. C'est une histoire folle. Sauf que, pour pouvoir parvenir à ça, il fallait casser toute la notion de sacré, de transcendance, avec la foi, avec Dieu, etc. Donc ils ont coupé la tête d'un roi pour ça servait à ça. Et ensuite, ils ont dit, voilà, la loi est supérieure aux hommes. D'accord? La loi est supérieure aux hommes. Et du coup, ça a permis de considérer les humains comme de la matière, tout simplement. Et on peut en faire ce que l'on veut dès lors qu'on a cassé le sacré, dès lors qu'on a cassé la transcendance, le spirituel, on n'a plus que de la matière pour servir. Pendant les guerres de Vendée, ils ont eu tellement de gens à tuer qu'ils ont eu à un moment donné un problème logistique. Ils ont essayé de faire des chambres à gaz en mettant des gens dans des grottes, dans des habitations troglodytes du côté de Saumur, mais pas qu'ailleurs, mais pas qu'à Saumur, et de mettre des produits chimiques. Ils n'avaient pas la technologie, ils n'ont pas réussi à faire ça. Ça a raté. Donc ils ont brûlé les gens dans toutes les églises possibles et imaginables. Il y a eu des... Est-ce que ce n'est pas là qu'on a utilisé la peau humaine pour faire des abat-jours? Et j'allais y venir. Ils se sont dit à un moment donné, quand on va brûler les gens, il y a quand même un niveau de graisse que l'on peut récupérer. Ils ont récupéré des graisses pour faire des bougies et ils ont récupéré de la peau humaine, comment dire, pour faire des abat-jours et même pour faire des vêtements. Ce n'est pas au Revent, c'est en France. D'accord, c'était en France. La première République française. Alors on critique le régime nazi, mais je pense que la France a été un peu les précurseurs la première République française, c'est celle-là, d'accord? Donc l'ADN de la République française est né là-dedans. C'est comme ça, c'est tout. Vous intéressez-vous aux travaux de Reynald Séché, et c'est lui le docteur en histoire. Il y a un vrai doctorat en histoire, c'est un vrai scientifique, et c'est lui qui a extrait tout ce qu'il y a comme document dans les archives nationales. Je ferme la parenthèse, mais oui, l'humain est un réservoir potentiel. Simplement, il faut qu'il accepte qu'on lui prenne ses organes, hein, et il n'a pas trop envie. Donc, avec la loi Touraine 2016, on peut le faire. Renseignez-vous, on en a parlé il y a 2 minutes, je ne sais plus, sur Légende. Non, avec qui j'en ai parlé? Oui, on en parlait tout à l'heure, en off tout à l'heure. Regardez sur Légende, cette avocate qui donne comment dire, une anecdote sur les familles qui ont récupéré les corps des personnes suite à l'attentat de Nice. Tout à fait, il manquait des organes. Les organes avaient été retirés, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a même le cas d'une petite fille de 12 ans et qui on a retiré son utérus. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Ça ne va pas du tout, là. Donc, ça se pratique déjà, parce que la loi le permet. Maintenant, il va falloir que les humains aient envie d'aller un peu plus loin dans la mort, et on va leur dire, vous êtes libres, vous êtes contents, vous êtes dépressifs, n'allez pas vous chier sous un TGV, on va pouvoir sauver des gens grâce à vous. Voilà, ça, ouais. Et ce sera votre liberté. Sauf que eux, c'est rentable. Et ça va être rentable. Et derrière, mais il y a tout un marché. Il y aura un marché. Alors pour le moment, le prélèvement d'organes est en dehors de la proposition de loi 2041. C'est en dehors, mais c'est l'étape juste après. Et on sait que l'État prépare ses lois au fur et à mesure pour arriver à chaque fois quelque chose d'au-dessus. Alors moi, j'aimerais bien quand même que tu reviennes sur la parenthèse, parce que moi, la fois dernière, quand je t'ai rencontré, tu m'as parlé que
Le problème de l'euthanasie aussi, c'est qu'on s'était rendu compte qu'il y avait de la souffrance derrière l'euthanasie. Alors oui. Et ça, j'aimerais vraiment qu'on en parle. Parce que bon, on parle des animaux, nous on a l'habitude, je veux dire, on a tous fait euthanasier un chien, un chat. Bien sûr, oui. Et parfois, ils mettent la forme, parfois ils ne la mettent pas. Est-ce que pour toi, j'aimerais bien que tu reparles de ça. Nous, ce qu'on demande, je repense à Valérie Ferrier que j'embrasse, c'est Chali, qui est une des dernières grandes journalistes scientifiques avec qui j'ai travaillé sur le sujet depuis 2 ans. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait au minimum un moratoire et que on puisse discuter, comment dire, de l'utilisation, comment dire, des médicaments qui sont utilisés pour tuer les personnes. En Belgique, vous utilisez principalement le thiopental sodique. Le thiopental sodique, c'est lui qui a été le premier utilisé en 88 de mémoire, 88 dans les premières injections létales aux États-Unis. Aux États-Unis, interdiction, comment dire, de possibilité de tuer dans le 8e amendement de la Constitution américaine, mais interdiction de tuer dans la cruauté. Donc ils ont arrêté chaises électriques, pendaisons, etc. Et ils se sont dit, on va faire en injection létale. Le thiopental sodique a été testé, ils rajoutaient à l'époque du curare, et dans certains cas, ils essayaient même de mettre du potassium. En fin de compte, on s'est aperçu petit à petit, les choses ont migré vers du midazolam, mais le thiopental sodique était utilisé de mémoire dès 2002 en Belgique. Pas spécialement sur le modèle américain, c'est parce que tout simplement en Belgique, le thiopental est très utilisé, comme partout d'ailleurs, pour faire mettre les gens en sédation au bloc opératoire ou en anesthésie générale. Et lorsque vous allez chercher thiopental sodique, résumé caractéristique de produit ANSM, j'en profite pour dire à nos amis de la NSM, on a récupéré tous les PDF, donc c'est pas la peine d'attaquer mon ordinateur ou de me gêner, on a tous les PDF, on les a mis sur plusieurs serveurs, et c'est pas la peine de nous bloquer la page. Je pense pas que vous le fassiez, chers amis de la NSM, mais on a déjà récupéré tous les documents. Ça, c'est aussi pour m'adresser aux médecins et aux pharmaciens qui nous écoutent et aux infirmières. Quand vous allez sur la base des médicaments, base publique des médicaments de la NSM, vous descendez sur thiopental sodique et vous allez chercher les résumés caractéristiques de produits et vous regardez les effets indésirables lorsqu'il y a surdosage. Je suis désolé, je suis ni pour ni contre, c'est pas moi, c'est écrit dans le mode d'emploi du médicament. Collapsus cardio-respiratoire. Collapsus, ça veut dire dépression cardio-respiratoire. C'est pas parce que la personne, elle est inanimée, lisse, silencieuse, endormie, comme on vous dit, que le collapsus cardio-respiratoire est indolore. Moi, j'attends de trouver un médecin qui va prendre une feuille blanche, qui va écrire nom, prénom, daté, signé, je sous-signé, docteur, machin, etc., affirme que le collapsus cardio-respiratoire est indolore. Daté, signé, point barre. Non, c'est pas faire des tests avec des encéphalogrammes pour vérifier au niveau de la douleur? Avec des tests encéphalogrammes. Il faut un moratoire. Mais, voilà, déjà, on va pouvoir en discuter. Aucun médecin ne pourra signer ça. Et mes collègues médecins pour qui je me bats. Je ne suis pas en train de les rouspéter. Je me bats pour vous parce que vous ne pouvez pas vous exprimer à cause du Conseil de l'Ordre. C'est pour ça. Donc je me tape le boulot, c'est pas grave. Un jour, vous pourrez parler et vous parlerez mieux que moi. J'en suis convaincu. Mais un collapsus cardio-respiratoire, n'importe quel médecin vous dira c'est hyper douloureux. Ah ben oui, mais la personne, elle dort, elle est silencieuse. Oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un collapsus cardio-respiratoire, c'est douloureux, c'est tout, c'est comme ça, quoi. Voilà. Donc, moratoire au minimum là-dessus. Minimum là-dessus, qu'on évalue tout. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est qu'ensuite, on nous fasse une normalisation avec des molécules encore mieux travaillées, un ISO 9002 parfait, pour aller trouver les cocktails parfaits. Qui abîment le moins possible, qui soient... Et vous vous rendez compte de quelle discussion on a ensemble, de comment bien tuer les gens? Enfin, ça va pas, alors qu'on devrait s'occuper de vous. C'est le vivant, en fait, qu'on est en train de protéger. Tout est à l'envers. Oui, voilà, c'est une inversion, en fait. On est dans des valeurs, inversion. Voilà, exactement. On est dans une société... Au médecin qui me dira, mais non, Eric, si tu prends du thiopental, alors attends, tu rajoutes un dosage de ci, de ça. Je vais dire à ce copain médecin, mais à la base, toi, tu voulais sauver des gens ou trouver la technique pour bien tuer? Et on en est à ce stade-là, c'est comment consommer, utiliser les morts comme consommables. Voilà. Je veux dire, on en est à ce stade-là.
Donc voilà, c'était une sensibilisation, je trouve, Alors, qui était importante. J'ai besoin de vous, j'ai quand même besoin de votre aide, parce que moi, ma carrière, à terme, elle est remise en cause par ce projet de loi qui va passer en France. J'ai créé pour vous, enfin, j'ai créé une lettre où j'explique article par article aux 577 députés en France comment, alinéa par alinéa, sur les plus gros points, comment ce projet de loi va casser ma carrière de soignant, techniquement. Et je dis aux députés qui vont voter à partir de février 2026, je leur dis attention les amis, il va y avoir un avant, un après. Hein. Ce ne sera pas à moitié pour, j'avais voté un peu parce que ceci, mais c'est vrai que je n'étais pas d'accord parce que cela. Non, quand vous aurez voté, ce sera terminé. Vous ouvrez la porte à des centaines de milliers de morts en France sur cette problématique de l'euthanasie de masse. Et moi, ça me casse ma carrière, comme plein d'autres soignants. Donc j'ai écrit ce courrier, poliment, respectueusement, avec courtoisie, où je mets les points sur les i, les barres sur les t. Et j'envoie ça aux 577 députés, parce que ça va faire 1 an et demi que je les alerte, que je téléphone, que j'essaye de les voir, et c'est quasiment impossible. D'ailleurs, ils se disent, qui c'est ce type-là? Un infirmier, on ne le connaît pas, je n'ai pas d'association, je représente personne, j'essaye de sauver ma carrière pour pouvoir m'occuper de vous. Voilà, grosso modo. Modestement, comme un infirmier banal que je suis. Donc j'ai créé une adresse mail qui s'appelle suppression projet loi euthanasie@gmail.com. Donc sans point, sans virgule, sans rien. Tout attaché, minuscule, suppression projet loi euthanasie@gmail.com. Si vous envoyez un mail là-dessus, vous recevez mon courrier. Si mon courrier, vous le jugez digne, intéressant, eh bien vraiment, ça m'aide si vous pouvez l'envoyer à votre député de circonscription. Alors vous pouvez l'envoyer en courrier postal, vous pouvez l'envoyer en PDF parce que vous aurez le PDF, vous pouvez l'envoyer aussi sur les réseaux sociaux. Ça vous explique comment ça tue ma carrière, grosso modo. Enfin techniquement. Hein. Mais certains d'entre vous, je le sais, acceptent de l'envoyer en lettre recommandée accusé-réception. Parce que moi, je veux la preuve de la preuve que le député a bien été prévenu de ce qui va se produire. Est-ce qu'il y a des députés qui ont déjà été prévenus que tu pourrais citer? Non, malheureusement pas encore. C'est le motif de ton courrier. C'est tout frais. Ok, d'accord. C'est tout frais. Voilà. Ah, c'est de l'exclu, voilà. c'est tout frais. Voilà, n'hésite pas à... Et je ne pourrais parler que de tel ou tel député qu'à partir du moment où certains d'entre vous, ayant envoyé en recommandé accusé-réception, m'auront envoyé la photo du recommandé, d'accord? Et là, je pourrais dire, monsieur le député de la circonscription numéro 8 du je sais que vous avez reçu ça. Madame la députée de... Est-ce que pour nos amis belges, c'est utile aussi de pouvoir l'envoyer à des députés belges? Alors, je sais pas, je te pose la question. Vous pouvez l'envoyer à un député belge en lui disant tiens, il y a un type, il y a un Français, il se pose ce genre de questions. Est-ce que nous, en Belgique, on a sur ce problème-là? Mais non, parce que c'est sur un projet législatif de l'Assemblée nationale en France avec des articles, des décrets Donc c'est pour qui sont nos amis différents. français. C'est plus pour les Français. C'est plus pour les Français, voilà. Et donc, suppression, projet loi, euthanasie@gmail.com, ça vous arrive automatiquement. Il n'y a même pas besoin de vous pouvez m'écrire, hein, je lis tous les courriers, mais vous pouvez simplement dire bonjour et tac, ça vous arrive automatiquement. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir si au niveau européen, ça risque de passer. Parce que tu vois, quand certains pays passent certaines lois, je veux dire, c'est passé dans un pays, ben, tiens, on va peut-être le proposer au niveau européen, etc. Et donc c'est là que je me dis que est-ce que ce ne serait pas judicieux quand même de prévenir nos députés belges aussi que ça peut arriver sur le tapis. Et comme ça, ils sont préparés déjà avec une série de faits qui pourraient les avertir. Oui, il y a l'Agence européenne de bioéthique. Vous tapez prélèvement d'organes, Agence européenne bioéthique. Là, vous avez des articles avec, comment dire, des références bibliographiques vraiment impeccables. Bon, vous avez le site d'Alliance Vita, évidemment. Vous avez le site, à chaque fois vous mettez prélèvement d'organes, Alliance Vita, vous allez avoir un niveau d'information vraiment calibré. ECLJ avec Gregor Pupink, c'est vraiment comment dire, l'expertise de l'expertise pour moi en termes de droit, en termes de juriste. Et vous tapez ECLJ prélèvement d'organes, là pareil, vous allez avoir de la documentation les amis. Et là, il y aura de quoi aider vos députés.
on n'est pas nécessairement face à des mauvais députés ou il y en a quelques. Mais parfois, ils ne se posent pas de questions. Il y en a quelques-uns, on est bien d'accord, chacun le sien, mais on n'en est même plus là. On est face à des députés qui sont submergés d'informations, qui doivent répondre à des vitesses stratosphériques. Ça part dans tous les sens. Bon, là, je vous rappelle que ça va faire quand même 1 an et demi, 2 ans qu'on attend l'arrivée de Poutine en France par-dessus l'Autriche, l'Allemagne, la Pologne. Normalement, moi, j'attends, Poutine devrait arriver à Brest ou au Sable d'Olonne. On aura peut-être plus de dons d'organes avec ça. Oui, voilà, donc toujours pas là, mais néanmoins, on vous présente ce tableau-là, donc nos députés sont calés là-dessus. Oui, c'est ça. Voilà, il y a une distraction qui se fait avec des choses qui sont parfois imaginaires. Et effectivement, et les vrais problèmes sont en train de passer, et ils sont en train de glisser des lois au fur et à mesure qui sont en train de nous grignoter nos... La bonne vieille technique de l'épouvantail, mais si vous regardez cette chaîne, c'est parce que la technique de l'épouvantail, vous la connaissez, on y est tous passés, donc nous on veut des faits juridiques et on veut de l'action. L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est clair. On ne sait pas comment c'est foutu l'enfer, mais au sol, c'est des bonnes intentions. Nous, on n'est pas dans les bonnes intentions. On est dans l'action et on essaye le plus possible d'être dans des bonnes actions. Qui suis-je pour juger? Je verrai bien si moi j'ai fait des bonnes actions ou pas. Mais je ne suis pas dans les intentions. Voilà. Donc voilà. C'est chaque fois en fonction des problématiques qui vous touchent, évidemment, que vous allez vous investir. On ne peut pas s'investir parce que c'est vrai que pour le moment, ils sont en train de nous pondre des trucs... partout, à tout niveau. Il y a des problèmes à tous les niveaux. Maintenant, ciblé sur un problème spécifique qui vous touche personnellement, ça peut être par rapport à votre grand-mère, un ami, peu importe. Mais pensez-y, c'est peut-être le moment d'agir à votre mesure. Comme je dis, c'est vraiment c'est chacun qui va poser sa pierre. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de ce que vous pouvez faire, vous, à titre individuel. Merci. Aidez-moi à vous aider. Bon, te remercie Eric pour ce témoignage. J'ai même pas eu besoin de poser des questions parce que tu connais tellement ton sujet par cœur. C'est moi qui te remercie. Mais vraiment, pour le travail que tu fais, grand merci. Pour la vie. Moi, comme mes auditeurs le savent, je me bats pour le vivant. Voilà. Et c'est l'essentiel. C'est garder cette éthique et de garder vraiment à l'esprit que nous sauvons le vivant. C'est tout. Clairement. Merci beaucoup. Merci.